Alors c'est vrai qu'après José Sahel est le modèle assez exceptionnel de l'Institut de la Vision. On va redescendre un peu dans les cuisines pour essayer de voir avec vous les difficultés, les blocages qui gênent aujourd'hui un développement rapide et efficace des innovations, et puis aussi les bons côtés, parce que ce qui vient d'être décrit existe dans d'autres secteurs, heureusement. Et donc je vais aller très vite, parce que j'ai bien compris qu'il va falloir accélérer un peu. Et donc je veux d'abord vous donner les éléments de blocage essentiels, c'est-à-dire les principes qui guident pour l'instant notre système de santé, et donc les innovations qui veulent rentrer dedans, qui sont, garantir la sécurité pour les patients. Tout le monde dit mais c'est bien sûr acquis, ça ne l'est pas, et donc c'est un facteur de blocage. Si la démonstration que cette sécurité est garantie, eh bien, il y aura des innovations qui ne passera pas un certain nombre d'obstacles. Deuxièmement, ça a été dit, Jean l'a rappelé, un élément clé, c'est que l'innovation ne peut pas être la source de l'aggravation des inégalités d'accès. Ça l'est déjà un tout petit peu, et il faut absolument éviter cet écueil. Et puis, il faut aussi éviter l'écueil que les innovations et l'arrivée massive d'innovations aboutissent à l'explosion du système, et notamment de notre système de protection sociale. Donc ça, c'est le premier point. Le côté optimiste, qui aujourd'hui n'est pas utilisé comme il devrait l'être, c'est que la succession d'innovations doit générer des transformations. Or, aujourd'hui, la succession d'innovations, contrairement à ce qui est habituellement considéré, elle ne fait que se rajouter aux épisodes précédents, et il est très difficile, en fait, d'implanter une innovation et que cette innovation génère des modifications importantes, bien plus importantes pour l'ensemble de notre système de santé. Je pense que c'est un élément clé. Il faut utiliser ces évolutions qui, pas à pas, vont faire évoluer nos systèmes. Aujourd'hui, ça se passe un peu, mais ça se passe beaucoup moins que ça ne le devrait, avec notamment les impacts organisationnels, les impacts de toutes sortes qui peuvent accompagner un certain nombre d'innovations. Alors après, ça fait 1 an maintenant que je suis sur ce sujet-là, et je vais vous dire les 2 ou 3 éléments qui me paraissent être préoccupants. Le premier élément très préoccupant, et ça a été donné là dans des successions tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup trop d'acteurs qui tournent autour des porteurs de projets. Je pense qu'en Ile-de-France, il y a entre 120 et 150 boîtes publiques ou privées qui s'occupent d'aider les innovateurs. Et touchant à tous les sujets, les aspects scientifiques, les aspects juridiques, les aspects financiers, et donnant des conseils. Aujourd'hui, l'efficacité de cette multiplication n'est pas démontrée du tout, et notre système est toujours considéré comme lent, comme pesant, comme complexe, alors qu'on pourrait imaginer que tout ce monde extrêmement compétent facilite et accélère les processus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toute cette redondance aboutit surtout à une grande dispersion et à un élément de complexité majeur pour les porteurs de projets qui n'ont pas une expertise ou une expérience du sujet et qui doivent encore acquérir des informations. Donc ce premier sujet, c'est un élément absolument considérable. Alors c'est très à la mode actuellement, l'innovation, il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait dans toutes les formes de diffusion nationale des magnifiques descriptions. Cette mode va probablement un tout petit peu se tasser pour une partie des sujets. Il faut néanmoins qu'on soit en situation de gérer correctement ça et d'essayer de gagner du temps sur les innovations efficaces. Donc cette dispersion des efforts est également liée à une absence absolument dramatique de coopération entre les différents acteurs. C'est-à-dire chacun est dans son modèle, et d'ailleurs tout à l'heure, il y avait quelques exemples où on voit bien qu'on décrit son innovation, ce secteur-là, avec assez peu de contact avec d'autres secteurs. Ça commence à s'amorcer, c'est encore très balbutiant, et aujourd'hui, c'est d'autant plus indispensable que l'innovation unique est de plus en plus rare. Le secteur que je connais le mieux, pour avoir passé quelque temps au comité économique des produits de santé côté médicaments, c'est qu'aujourd'hui, des médicaments tout seuls, ça devient de plus en plus rare, c'est associé à une évolution organisationnelle, c'est associé à un certain nombre d'objets connectés. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, et notamment tout ce qui tourne autour de la tarification, se contentent de dire « moi, je paye le prix d'une boîte de médicaments et tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas mon problème ». Donc il faut qu'on arrive à avancer sur ce sujet-là.
L'élément suivant, c'est deux caractéristiques qui sont réputées être particulièrement françaises, c'est la culture du risque. Et la culture du risque génère, de façon assez constante, des textes réglementaires et des lois supplémentaires pour essayer de minimiser ce risque. Alors, malheureusement, tout ça dans un objectif conceptuel du risque zéro, mais comme le risque zéro, c'est quand même peu probable, c'est surtout pour l'instant des structures qui s'accumulent et qui alourdissent l'ensemble du système. Et donc il va être là aussi temps d'être capable de peser de façon plus qualitative ces mesures. Et on rejoint ce que je disais en propos presque préliminaire, c'est-à-dire la sécurité pour les patients. Donc cette culture de risque est un des premiers défauts un peu plus forts en France que dans d'autres pays. Le deuxième, qui est raconté par tout le monde, y compris par les investisseurs et les financeurs français, c'est qu'on est incapable de dire stop. Et donc il y a comme ça des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'innovations dont à peu près tout le monde sait qu'elles n'arriveront pas sur le marché, parce que d'abord il n'y a pas de marché, ou parce qu'il y a tellement de concurrents et que la plus-value est minime. Et néanmoins, pendant des années, ces innovations continuent à être soutenues sur le plan financier. Et donc c'est de l'argent dépensé inutilement. Et donc il est grand temps aussi d'avoir une organisation qui nous permet de maîtriser plus qu'aujourd'hui ce dernier point. Alors, ensuite, qu'est-ce qui fait que, depuis maintenant quelques mois, nous avons essayé de mettre en place les 2 ou 3 mesures qui vont permettre, peut-être, en tous les cas, de participer à essayer d'assouplir, d'accélérer et de favoriser la mise en place des innovations, puisque c'était la mission de la délégation. Alors, premier élément qu'on m'a demandé de mettre en place, c'est un guichet. Donc ce guichet, il est ouvert depuis le mois de septembre, c'est intéressant puisque j'ai refait la liste hier, j'ai reçu 36 porteurs de projets qui ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est pour à peu près tous, que ce soit des petits, des moyens ou des gros porteurs de projets, c'est la méconnaissance de notre système. Et méconnaissant le système, ils pensent qu'il est facile à contourner. Et effectivement, ce système est très compliqué à contourner. Et donc, il est absolument indispensable aujourd'hui que ces orientations qu'on peut donner à des porteurs de projets soient plus compréhensibles et plus faciles à interpréter par eux. Et c'est pour ça qu'on est en train de constituer une cartographie des acteurs. C'est comme ça que je sais qu'on en est au moins entre 120 et 140 en Île-de-France, mais je vous rassure, dans bien des régions, on est très largement au-delà de 50 participants. Donc ces acteurs qui ne sont pas les porteurs de projets eux-mêmes, mais qui sont tous ceux qui tournent autour et vont essayer de favoriser. Et puis, ce qui finalement me paraît être le plus évident, c'est que dans le monde de la santé et de l'innovation en santé, qui a quand même un certain nombre de caractéristiques différentes des autres innovations, dans le monde de la santé, il est utile de voir le plus tôt possible les porteurs de projets pour qu'on puisse, comme ça, suivre et pas seulement voir et faire des recommandations en disant « allez à cette porte-là, c'est là qu'on vous donnera des bonnes informations », mais qu'on puisse les suivre pour être capable d'identifier le plus vite possible un élément clé pour notre système, c'est-à-dire est-ce que ce projet-là, est-ce que cette solution innovante, elle est susceptible d'aller bénéficier d'un remboursement et éventuellement d'être accompagné par une tarification. Plus ce choix sera fait précocement, plus on pourra avancer dans ce cheminement vers le cœur du système de santé. Après, il y a d'autres solutions possibles, qui sont d'autres modalités de financement indépendantes du remboursement. C'est vrai pour un certain nombre d'objets connectés ou de technologies, mais cette étape-là est une étape absolument essentielle. Et ce qui est très frappant, c'est que beaucoup ne savent pas que cette étape, c'est une étape finale, le moment de la tarification et du remboursement. Et on le fera d'autant mieux et d'autant plus vite que les étapes précédentes auront été partagées avec notamment les institutions publiques. Donc ça, c'est pour le suivi. Après,
il faut qu'on arrive à la suite des événements, c'est-à-dire à voir comment un groupe de travail peut boucher le dernier trou considérable qui sont l'absence d'évaluation d'un certain nombre d'innovations. Aujourd'hui, il y a un système extrêmement rigoureux sur le médicament. Il y a un système assez rigoureux sur certains dispositifs médicaux. Et c'est fini. Pour une évaluation globale et indépendante, il n'y a pas d'autres secteurs, et pourtant c'est les secteurs dont on parle tout le temps maintenant, et qui sont les deux secteurs les plus importants, c'est-à-dire le numérique, sous tous ses aspects, et c'est-à-dire les organisations, qu'elles soient des organisations spontanées ou les impacts organisationnels d'un certain nombre d'autres innovations. La délégation met en place, et c'est actif maintenant depuis 2 mois, un groupe de travail qui va se mettre au travail au mois de janvier pour réfléchir sur 2 sujets, et éventuellement un troisième. Le premier, c'est est-ce qu'il est possible de moderniser les modalités et les méthodologies actuellement utilisées pour faire de l'évaluation, l'essai randomisé, contrôlé, que tout le monde ici connaît bien, qui est quand même remis en cause assez largement dans beaucoup de pays, et qu'il faut regarder s'il est possible, non pas de revenir dessus, puisque c'est toujours le gold standard, mais est-ce qu'il est possible d'utiliser un certain nombre de méthodologies plus rapides, un peu moins coûteuses et aussi efficaces. Cette question, il y a des réponses à y apporter. Et le deuxième, c'est effectivement de créer des évaluations pour des secteurs sur lesquels, et des domaines sur lesquels il n'y a aujourd'hui rien du tout. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que le niveau d'expertise et la connaissance d'expertise, et là, je fais mon premier appel à projet, mon premier appel d'offres pour moi, des secteurs qui, dans vos secteurs respectifs, des équipes qui ont une vraie expertise sur l'évaluation organisationnelle, la délégation est preneuse de ces candidats-là pour participer à ce groupe de travail. Et puis le troisième, je le cite, même s'il est un peu en parallèle de ça, c'est il faudrait que les experts reviennent faire de l'expertise, puisque beaucoup, pour des raisons multiples que vous connaissez bien, ont décidé de quitter les lieux où les expertises ont lieu et où les évaluations ont lieu. Je pense qu'il faut très vite remettre sur la table des éléments qui vont permettre à ces experts de revenir et de retravailler pour la collectivité. Et puis je finis avec 2 petits sujets. Le premier qui concerne beaucoup d'entre vous, c'est comment on va coordonner mieux qu'aujourd'hui une politique nationale, qui d'ailleurs aujourd'hui est encore balbutiante, et des politiques régionales qui sont très hétérogènes. On voit bien qu'entre les différentes régions, la position vis-à-vis de l'innovation en santé est extrêmement variable, avec des régions pour qui c'est une priorité absolue, et avec des régions pour qui c'est pas du tout une priorité, et ça ne marche que parce que les CHU s'y mettent, etc., mais avec notamment des ARS qui sont peu porteuses parce qu'elles ont d'autres préoccupations qu'elles considèrent, et c'est souvent vrai, d'une urgence un peu plus pesante sur tout ce monde. Et donc, c'est vrai qu'il est indispensable de coordonner les stratégies régionales et nationales. J'avais rencontré il y a quelques mois un certain nombre d'entre vous, j'ai rencontré les directeurs généraux d'ARS. Je pense qu'il faut absolument, et j'approche de la fin, rendre cohérents ces équipes qui sont les équipes qui sont en majorité à l'origine de l'innovation en santé. Et plus on sera coordonné, plus ces évaluations pourront se développer un peu plus facilement. Et avec plusieurs objectifs. Un, il faut que dans une région, l'innovation puisse se développer normalement et ne soit pas bloquée par un système national ou des blocages, effectivement, venant du ministère, par exemple. Mais par contre, il est utile pour nous de pouvoir solliciter des régions pour qu'elles puissent exercer une mission d'expertise, une mission d'évaluation d'un certain nombre de produits qui viennent d'ailleurs. Je pense que ce serait une des solutions qui nous permettrait de compacter, donc d'accélérer et probablement de rendre un peu moins coûteux des process d'innovation et de s'interroger notamment avec cette aide-là parcellaire de certaines régions ayant l'expertise, de s'attaquer au sujet autour du numérique. Donc c'est mon deuxième appel à projet. Là aussi, je souhaite vraiment qu'on puisse organiser avec vous un groupe qui permet justement de voir comment on peut répartir dans certaines régions ayant des expertises des projets qui ne nécessitent pas d'être immédiatement mis sur le plan national, mais de passer par une étape d'évaluation avant d'y aller.
Voilà, le dernier sujet que je veux citer juste, mais il a déjà été évoqué, donc je vais aller très vite, c'est la formation. Ça a été dit tout à l'heure à propos d'un certain nombre de types d'innovation. Il est absolument indispensable, mais bon nombre d'universitaires et de doyens et de présidents d'université ont bien compris qu'il était, pour que l'innovation soit vraiment efficace, qu'il y ait des gens compétents et formés qui sont en situation de les utiliser. Et donc ce rôle-là est tout à fait crucial à mettre en place, et le plus vite possible, pour qu'on ne perde pas un certain nombre du bénéfice que des innovations peuvent apporter à notre système. Et puis enfin, l'information. Moi, je suis absolument désolé de constater que l'innovation en santé n'est rendue publique que dans la presse par les porteurs de projets eux-mêmes, généralement industriels. Je pense qu'il est grand temps que nous arrivions à mettre en place une structure permettant de donner des informations à espace régulier, fiables, sécurisées, et pas simplement ce qui quand même ressemble par certains côtés plus à du marketing qu'à de l'information. Puis je veux juste finir avec un dernier mot. On a parlé tout à l'heure de certain nombre de financements et de financements publics avec les capacités qui nous ont été décrites tout à l'heure, d'aller chercher des ressources financières. Le monde de la santé est très en retard, par exemple par rapport au monde de l'aéronautique, par rapport au monde de l'agriculture. Et tous les gens que j'ai pu rencontrer sur ce sujet le disent, vous ne faites pas de lobbying, vous ne faites pas assez de lobbying pour récupérer des financements dans des champs où d'autres ministères notamment, mais enfin d'autres types d'innovations peuvent bénéficier de ces financements. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué de rentrer dans la mécanique et d'obtenir des financements parce que ça manque de moyens de pression. Or, rien que dans cette salle, mais si en plus il y avait ceux d'hier et d'avant-hier, il y a les outils pour avoir un lobbying efficace vis-à-vis des financeurs et des investisseurs publics. Voilà, je voulais juste vous dire ça, c'était ma dernière petite demande vis-à-vis de vous. Je pense qu'il faut qu'on voit comment, là encore, organiser quelque chose qui permet, du côté ici des CHU, qui effectivement sont omniprésents et pèsent extrêmement lourd, puissent activer un système de lobbying vis-à-vis des investisseurs et des financeurs publics. Voilà, tout ça, c'est un an de travail autour de ce monde de l'innovation. Moi, je suis prêt, évidemment, à voir avec vous comment on peut essayer d'avancer plus vite les quelques aspects que j'ai cités, c'est-à-dire cette coordination nationale-régionale, puis comment essayer de gagner du temps et de tirer des bénéfices financiers plus rapides par rapport à ce qui est aujourd'hui assez peu satisfaisant malgré tout. Voilà, je vous remercie.